Dans cette capsule vidéo consacrée à la mise au point de programmes, nous allons étudier les bons ingrédients d'un script Python et plus généralement d'un bon script informatique. Dans la pratique de la programmation, savoir répondre aux causes typiques de bugs, savoir tester de manière fiable ces scripts est capital. Nous allons donc explorer quelques pistes pour y parvenir. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Dans les ingrédients d'un bon programme, il y a entre autres choses les problèmes liés au typage, les effets de bord non désirés, les débordements dans les tableaux, les instructions conditionnelles non exhaustives, le choix des inégalités, les comparaisons et calculs entre flottants, les mauvais nommages de variables. Nous allons donc prolonger le travail entrepris en classe de première sur l'utilisation de la spécification, des assertions et de la documentation des programmes dans la construction des jeux de test. Un bon programme est un programme qui sait anticiper les erreurs. Voyons tout d'abord quelques grands principes permettant d'éviter au mieux les principales sources de bugs. Notre recette sera simple. Tout d'abord, il s'agit de corriger les bugs évidents, ceux qui conduiront immanquablement à des erreurs de syntaxe invalide. Sur n'importe quelle interface Python, et en particulier votre IDE préférée, vous pouvez trouver des outils vous permettant d'éviter ces bugs. Essayez, autant que faire se peut, de les utiliser à bon escient. Aucune invalide syntaxe ne doit être présente dans un code un minimum testé. Utilisez votre IDE préféré pour vous guider. Deuxième ingrédient essentiel, prévoir toutes les saisies possibles des utilisateurs et dans la plupart du temps, tenter d'imaginer le pire. Vous demandez la saisie d'un nombre? Vérifiez que l'utilisateur n'a pas saisi une chaîne de caractères. Sinon, avec Python et le typage des variables, vous risquez d'avoir quelques erreurs. Tentez donc de poser un maximum de garde-fous. Troisième élément, effectuer des séries de tests. Vous devez réellement tester toutes les situations possibles correspondant à l'arborescence de votre algorithme. Changez les entrées, examinez les sorties en fonction de ce que vous avez. Chaque cas distinct doit être examiné au moins une fois. Pensez à toutes les structures conditionnelles. Les cas limites doivent être essayés avec soin. Dans les cas limites, on a l'habitude de tester le cas du nombre 0, qui peut poser parfois quelques petits soucis. On testera son jumeau concernant les chaînes de caractères qui correspond à la chaîne vide. Et enfin, on essaiera pour les chaînes de caractères de regarder s'il n'y a qu'un caractère. Pour finir, vous pouvez aussi également tester les différences entre les majuscules et les minuscules. Troisième point, effectuer des séries de tests. Vous avez une structure conditionnelle dans votre script. Il va falloir tester tous les cas possibles et tous les passages dans les structures conditionnelles. Ici, par exemple, vous avez un if avec un delta à tester négatif. Il va falloir tester le cas où le delta est réellement négatif. Vous avez un elif avec un delta est égal à 0. Il va falloir tester pour rentrer dans cette partie de elif. Et enfin, vérifier que le else fonctionne parfaitement. Une structure conditionnelle avec 3 sorties possibles, vous devez tester les 3. Élément suivant, faire attention à l'indentation. Cet élément est spécifique à Python qui tient compte en partie de l'indentation. D'autres langages qui utiliseront en fait des sous-structures entre accolades par exemple n'auront pas cette indentation. Mais ici sur les deux codes présents, vous voyez bien la différence à la ligne 7 où le C est indenté dans le premier cas et pas indenté dans le deuxième. Ce script ne produit aucune erreur. En revanche, il ne donne pas le même résultat. Si vous rentrez dans la boucle else, dans le premier cas, le C est exécuté, mais si vous n'y rentrez pas, le C ne change pas de valeur, alors que dans le deuxième cas, quel que soit le résultat de la structure conditionnelle, le C changera de valeur. Donc soyez très prudent, et en particulier dans la détection de bugs, à tenir compte de ces indentations. Autre point important avec tous les langages possédant des structures de fonctions,
Évitez les effets de bord. On parle d'effet de bord quand une fonction modifie l'état d'une variable dite globale. Le paradigme de programmation qui se propose d'éviter au maximum les effets de bord est la programmation fonctionnelle. Chaque fonction possède ses variables et ces variables ne sont pas visibles du programme principal. Or, dans Python, il est possible de contourner cet effet à partir du mot-clé global. Les effets de bord sont responsables de nombreuses erreurs et rendent aussi difficile la lecture des programmes. Évitez autant que faire se peut d'utiliser des variables globales. Maintenant que nous avons vu les grands principes, voyons comment gérer au mieux les erreurs de saisie. Python permet, comme de nombreux langages, de définir ce que l'on appelle des exceptions. Gérer une exception permet d'intercepter une erreur afin d'éviter un arrêt du programme, un arrêt intempestif. C'est un élément capital de la gestion des erreurs. Une exception sépare d'un côté la séquence d'instructions à exécuter lorsque tout se passe bien, d'un autre côté une ou plusieurs séquences d'instructions à exécuter en cas d'erreur. Le mécanisme s'effectue donc en deux phases. Première phase, la levée d'exception. Deuxièmement, le traitement approprié de celle-ci. Vous avez déjà fatalement rencontré des exceptions sous Python. Lorsque Python rencontre une erreur dans votre code, il lève une exception. Sur l'exemple ci-dessous, où l'on demande de saisir un nombre, on rentre une chaîne de caractères et la conversion en entier ne peut pas s'effectuer. Vous avez donc une value error, invalide littéral for entier, et donc là, vous avez l'observation d'une exception par Python. Python lève des exceptions lorsqu'il trouve une erreur, soit dans le code, une erreur de syntaxe, soit dans l'opération qu'il effectue. Mais les indications données sont plus ou moins limpides. Regardons maintenant la syntaxe d'une exception. Il y a deux étapes. Première étape, le bloc try, le bloc à exécuter, le bloc principal du programme qui doit s'exécuter normalement. Si une exception est trouvée, Python renvoie automatiquement au bloc except. Ce bloc ne sera exécuté uniquement en cas d'erreur dans le bloc principal. Sur l'exemple ci-dessous, on reprend notre saisie d'entier. Si la saisie et la conversion se passent bien à la ligne 2, le print s'exécute. Sinon, on passera dans l'except avec un message d'erreur de saisie invalide. Comparons maintenant le même code sans la levée d'exception try except et avec la levée d'exception try except. Nous réalisons une erreur très classique de division par 0. Si vous ne testez pas la validité de l'exécution de la division, Python s'arrête et affiche une erreur de division. Avec le traitement en try except, Python passe dans le bloc except et affiche simplement une erreur de calcul. Le code peut également continuer, alors que dans le premier cas, le code s'arrête. Python donne l'avantage de repérer les différents types d'erreurs possibles. Suivant le type d'erreur, l'exception est différente. Vous pouvez avoir une exception liée au nom des variables lorsqu'une variable n'existe pas avec l'exception nameError. Vous pouvez avoir une erreur de type de variable lorsqu'une variable, par exemple, ne peut pas être divisée par une autre. Vous avez également la très classique mais vraiment problématique division par 0. Vous pouvez traiter différemment le type d'erreur en modifiant après le mot except le nom du type d'erreur à examiner. Vous pouvez donc lister tous les types d'erreurs les uns derrière les autres avec plusieurs except. Voyons concrètement ce que cela peut donner avec deux gestions d'erreurs différentes. Dans le premier cas, nous allons saisir un caractère à la place d'un entier. La conversion en entier ne pourra pas s'effectuer. Nous aurons en fait une value error. Nous allons rentrer dans le premier except et afficher la saisie de B est incompatible avec la division. Dans le deuxième cas, nous rentrons réellement un entier, 0. En revanche, la division ne peut pas s'effectuer à la ligne 4. Nous allons donc avoir une exception 0 division error et afficher la saisie est égale à 0
et on ne peut pas diviser par 0. Vous pouvez ainsi adapter le message d'erreur à la saisie de l'utilisateur. Mais Python va encore plus loin, vous pouvez être toujours plus précis. Vous pouvez récupérer l'erreur en lui donnant un nom avec as, puis préciser le nom de l'exception. Sur cet exemple, la division par 0 étant as exception retournée, vous pouvez donc afficher le message, certes en anglais mais relativement clair, de l'erreur. L'erreur suivante a été trouvée, division by 0. Vous pouvez effectuer également une instruction si tout se passe bien, avec le mot-clé else, identique à celui de la structure conditionnelle. Si vous n'avez pas de levée d'exception, alors passez sur la dernière ligne. Ici, on effectuera l'affichage que si toutes les opérations précédentes de conversion puis de division se sont bien déroulées. Pour être totalement complet, on peut exécuter des instructions après le bloc try, quel que soit le résultat, avec finally, même si Python trouve une instruction return dans un bloc except par exemple si vous êtes dans une fonction. Vous pouvez regarder la structure complète. La première partie correspond au try, suivi d'un ou des except, enfin le else, puis une fois que nous sommes sortis de l'ensemble de cette structure, le finally qui sera exécuté si nous sommes passés dans les except ou dans le else. Si l'on souhaite juste ignorer une erreur, on peut se contenter d'ajouter le mot-clé pass dans un bloc except sans faire d'affichage. Regardons maintenant les mécanismes d'assertion permettant en particulier de débugger vos programmes. Quel est le principe des assertions ? Le mécanisme d'assertion est là pour empêcher des erreurs qui ne devraient pas se produire en arrêtant prématurément le programme avant d'exécuter le code qui aurait produit une erreur. Les assertions sont un moyen simple de s'assurer avant de continuer qu'une condition est respectée. Elles seront usuellement insérées dans des fonctions ou des blocs try except. On pourra positionner des assertions pour tester un programme ou pour rechercher un bug. Elle est essentiellement basée sur les structures conditionnelles. Pour bien comprendre la syntaxe, regardons un petit exemple. La syntaxe est simple, il suffit de commencer par le mot assert, suivi d'un test booléen et d'une virgule et du texte à afficher si le test booléen est faux. Dans notre exemple, nous allons tester en fait la saisie utilisateur d'un nombre positif supérieur à 4. À la ligne 3, nous ajoutons un assert b supérieur à 0 avec un message b doit être strictement positif. À la ligne 4, nous ajoutons un assert b supérieur ou égal à 4 avec un message b doit être supérieur ou égal à 4, puis nous affichons le résultat de la division. Vous voyez à l'exécution qu'en rentrant 0, notre script retourne une assertion en fait et indique le message précis. C'est un peu plus clair que lorsqu'il y a une exception, d'autant plus que vous avez adapté vous-même le message à afficher. Ce dispositif est très utile dans les blocs try et except pour afficher les raisons de l'arrêt du programme, mais également lors de la recherche de vos bugs. Quel est l'intérêt fondamental des assertions ? Le mécanisme d'assertion est une aide aux développeurs et ne doit en aucun cas faire partie du code fonctionnel d'un programme. En supprimant toutes les instructions assert, le programme doit continuer à fonctionner normalement. Ce mode de programmation qui exploite les assertions pour vérifier les préconditions est appelé programmation défensive. Dans ce type de programmation, on suppose que les fonctions sont appelées comme il faut, dans le respect de leurs préconditions. On prévoit néanmoins un garde-fou avec des instructions assert pour vérifier les préconditions sont effectivement satisfaites. C'est une aide au développement. Coupler des assertions à un try except présente de nombreux avantages. Sur cet exemple, dans notre boucle try, nous ajoutons en fait deux assertions, les mêmes que tout à l'heure. Nous allons pouvoir récupérer ce message dans notre except en renommant notre assertion erreur avec un texte et afficher le texte prévu dans notre assertion. Ici, nous saisissons 2 alors que nous voulions un entier supérieur à 4. Le message correspondant à l'assertion
B supérieur ou égal à 4 s'affiche dans notre erreur de saisie de notre except. Associée à une boucle while, une assertion permet entre autres de réaliser un contrôle très fin des saisies des utilisateurs en rendant plus clairs les messages d'erreur. Nous y reviendrons dans les activités. Mais alors, peut-on lever volontairement une exception? Eh bien la réponse est oui. Il existe un autre mot-clé, le mot-clé raise, qui est utilisable à tout endroit du code et pas seulement dans le bloc try. Sans valeur dans un bloc except, il permet de ne pas bloquer une exception et de la propager. On peut donc l'utiliser pour redéclencher une erreur dans un bloc except non typé, par exemple. Ici, lorsque nous testons avec une structure conditionnelle la validité de notre saisie B qui doit être un entier toujours supérieur à 4, lorsque nous sommes entre 0 et 2, nous pouvons enregistrer grâce au raise une erreur d'insertion avec un message donné. Ce message sera réécrit à l'écran grâce à notre except d'assertion error. Étudions maintenant quelques petites subtilités liées aux boucles et en particulier aux boucles while non bornées. Lorsque nous avons étudié les boucles while, nous avons vu qu'il fallait toujours prouver que celle-ci a une terminaison, c'est-à-dire que la structure conditionnelle indiquée dans le while puisse passer de vrai à faux. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'il s'agit de compteurs. Si on prend l'exemple suivant où nous tentons d'afficher les nombres impairs jusqu'à 10, on pourrait considérer que nous allons passer dans la boucle tant que i est différent de 10 et afficher systématiquement notre nombre. Or, le compteur à la ligne 5 correspond à des valeurs de 2 en 2. Cette boucle est dite infinie. Pour la corriger, il faut modifier notre structure conditionnelle pour qu'elle soit plus restrictive. Résumons donc le principe du while condition. Premier point, votre condition booléenne doit toujours pouvoir passer à l'état false. Il faut le vérifier. Si vous utilisez un compteur, n'oubliez pas de l'incrémenter et de vérifier que la condition peut réellement passer à cet état false. Sinon, vous allez créer ce que l'on appelle une boucle infinie, puisque la condition du while est toujours vraie. Enfin, si votre code se lance dans une boucle infinie, vous devez vous-même arrêter le programme. Python ne le fera pas tout seul, car pour lui, il se passe bel et bien quelque chose. De toute façon, il est incapable de différencier une boucle infinie d'une boucle finie. Savoir si un programme se termine n'est pas chose facile. Pour étudier un algorithme et sa terminaison, le plus efficace est de le faire tourner à la main. On exécute l'algorithme en utilisant uniquement une feuille et un crayon, à l'ancienne. Il convient alors de prouver sa terminaison de manière théorique et mathématique. Dans notre univers des bugs possibles, il existe le problème des calculs liés au flottant. Nous avons pu voir en problème que le stockage des nombres réels pose des soucis au niveau des arrondis. Si vous souhaitez additionner 0,1 et 0,2, Python ne stockera pas 0,3, mais un nombre très approchant de 0,3. Jusque-là, rien de grave. Sauf si nous tenons compte d'une valeur exacte dans une boucle par exemple. L'exemple ci-dessous produit une boucle infinie, alors que théoriquement, sur le papier, cela ne devrait pas arriver. Il faudra donc trouver une parade pour s'en affranchir. La parade est assez simple, c'est une astuce pour contourner le problème. Lors des comparaisons des nombres flottants, il est préférable de raisonner par comparaison du reste d'une soustraction en utilisant au passage la valeur absolue pour s'affranchir des problèmes de signes. Ici, nous allons prendre la valeur absolue de la soustraction de 0,3 et a et de regarder si elle est supérieure à 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 5, comme vous le souhaitez, histoire d'avoir un arrondi très approchant. Du coup, cette fois-ci, notre boucle n'est pas infinie, il y a bien une terminaison. Dernier point abordé, mais pas des moindres, le problème lié aux listes et à leurs indices. Parcourir une liste et récupérer une valeur est une chose extrêmement commune dans un programme.
Un programme sans liste, c'est extrêmement rare. Avant de récupérer une valeur, il convient de s'assurer finalement que l'indice que vous souhaitez récupérer existe et que vous ne vous retrouvez pas en dehors de ce tableau. Il faut avoir à l'esprit une chose assez essentielle que nous avions vue sur les types construits. L'indice de la liste commence à 0. Si vous avez une liste avec 5 éléments comme dans notre exemple, si vous souhaitez afficher le 5e élément, il faudra l'appeler avec son indice 4 et pas son indice 5. Si vous l'appelez avec son indice 5 comme dans l'exemple affiché, vous aurez la fameuse erreur list indexed out of range qui stipule que vous essayez de lire quelque chose qui n'existe pas dans votre liste, qui est en dehors en fait de vos rangs d'indices. Il faudra donc faire très attention lorsque nous avons des boucles à bien vérifier que les indices existent avant de les utiliser. Quelques éléments pour aller plus loin et pour résumer tous les points que nous venons de voir dans la conception des programmes. Premier point, adaptez vos programmes pour contrôler toutes les erreurs possibles et éviter les arrêts intempestifs grâce à des try except. Sécurisez impérativement les saisies des utilisateurs avec des boucles et des try except. Vérifiez impérativement les conditions d'arrêt de vos boucles while. Testez vos scripts avec des assertions pour bien détecter les bugs et en particulier visualiser les problèmes liés à certaines valeurs de variables. Méfiez-vous toujours des calculs avec les flottants, en particulier si vous souhaitez arriver à 0. Et il est toujours préférable d'effectuer une batterie de tests avant de fournir un code à des utilisateurs. Et surtout, ne pas oublier d'imaginer les pires des saisies possibles. Si vous souhaitez que vos codes soient robustes et fiables, il faudra utiliser toutes ces idées forces. Ce mode de programmation qui exploite les assertions en particulier pour vérifier les préconditions est appelé programmation défensive. Dans la pratique, on utilise ce type de programmation pour un code sur lequel on a le contrôle. Par exemple, lorsque l'on écrit un module, on peut programmer défensivement pour les fonctions qui ne sont pas destinées à être appelées au sein de ce dernier. Lorsque l'on écrit des fonctions destinées à être utilisées par d'autres modules, d'autres scripts, d'autres personnes, on va plutôt faire une gestion active des erreurs, notamment avec l'instruction if-else, dans les try par exemple ou except, en prévoyant des valeurs de retour facilement interprétables. C'est à ce prix que l'on aura un code ergonomique et robuste. Je vous invite pour aller plus loin à reprendre quelques ressources Python sur le site nscfornoobs.fr et tout particulièrement les capsules vidéo de Monsieur Latouche sur les variables et les différents types de types construits. Maintenant que nous connaissons les éléments essentiels de recherche des bugs et de leur correction, nous allons pouvoir passer à la pratique et à la mise en œuvre de nos connaissances dans les activités qui vont suivre, avec l'écriture en Python de petits codes permettant d'améliorer l'ergonomie de vos programmes et d'éviter autant que faire se peut les bugs. À vous de jouer. Bon courage!